Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons donc dans ce module d'introduction à la psychosensorimotricité, la deuxième partie de ce cours. Nous sommes donc dans le module d'introduction qui fait suite au module 4 et qui va introduire après le module sur l'équilibration et la propulsion. Donc la fonction psychosensorimotrice, justification théorique, ça veut dire que nous allons aller chercher des connaissances dans différentes sciences pour justifier ce qu'on fait. Donc une définition, c'est-à-dire une définition qui va permettre de préciser les choses. C'est la fonction qui commande et contrôle le mouvement. Ça veut dire qu'on a bien la notion de commande motrice et la notion de contrôle pendant l'exécution. Deux éléments importants. Elle permet le mouvement, et donc c'est cette fonction-là qui va construire des savoirs moteurs, mais qui va aussi les utiliser pour répondre aux contraintes de l'environnement. Elle se manifeste dans le comportement, puisque chez nous, la seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est ce qu'on voit, c'est le comportement qui est visuel, et elle se formule sous la forme d'une capacité. Je suis capable de dribbler, je suis capable de tirer une extension, je suis capable de faire un saut de lune, etc., etc. Elle est toujours présente. C'est son existence qui définit le sport. Ainsi, les échecs, il n'y a pas de psychosensorimoteur. D'accord ? Donc pour moi et pour nous, ce ne sera pas considéré comme un sport et elle ne met pas en œuvre la fonction psychosensorimotrice. Justification dans le modèle de l'individu comme un système de traitement de l'information de Welford. Nous l'avons déjà vu, ce modèle-là. Donc on va passer rapidement sur les premières étapes. Donc nous avons bien au départ les différents sens, et attention, les différents sens, c'est les 5 sens, plus la proprioception, 6e sens fondamental chez nous. Stade perceptif, toujours présent, mais moins important que dans les activités sémiotrices et dans la fonction sémiotrice. Stade décisionnel, il reste présent, bien évidemment, mais la décision, bien souvent, se prendra avant l'action. Et c'est là l'essentiel de la fonction psychosensorimotrice, c'est-à-dire le stade effecteur qui conduit à la production du mouvement et à la production de la performance. Le mouvement étant la manière de faire, la performance étant le résultat. Et ce stade effecteur, eh bien, il s'organise avec des boucles de rétroaction, plus ou moins courtes, on ne va pas toutes les développer, ce serait trop long, mais on a une boucle de rétroaction intrinsèque, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on commande, eh bien, on met en place un système de contrôle de cette commande en parallèle de la commande. On a une boucle de rétroaction intrinsèque qui contrôle l'exécution, c'est-à-dire qu'en même temps que je fais quelque chose, je contrôle les informations qui remontent et donc je contrôle au niveau du stade perceptif que ce qui est attendu correspond bien à ce qui se passe. Et on a enfin une boucle de rétroaction extrinsèque, contrôle sensoriel et sensitif de l'action. Ça veut dire qu'en fonction du résultat, on va pouvoir corriger la fois suivante. Donc les boucles courtes, c'est pendant l'action. La rétroaction extrinsèque, c'est une fois l'action réalisée. Et nous avons, qui permet tout ça, dans le système nerveux central, un certain nombre de savoir-faire, une mémoire particulière, qui est la mémoire de ces savoir-faire, la mémoire de ce qu'il y a à faire pour faire. Et donc cette fonction psychosensorimotrice, elle correspond à ce stade effecteur et à la construction de ces mémoires. Quels sont les systèmes perceptifs? J'en ai parlé, donc vous allez voir, ça va être assez rapide. La vue et le toucher. Ah, ça, c'est des systèmes perceptifs fondamentaux qui ont une double fonction. La vue, comme la peau, elle permet de reconnaître. Quand vous touchez quelque chose, vous êtes capable avec votre toucher de dire, ben ça, c'est, si je caricature un petit peu et pour vous amuser un petit peu, effectivement, le corps de la femme que j'aime et je suis capable de la reconnaître au toucher. Je suis capable de reconnaître la forme d'une prise. Et puis, ça sert ici aussi à guider, à contrôler. C'est avec ma vue que je vais pouvoir orienter ma raquette, que je vais pouvoir placer mes skis. Et le deuxième système perceptif, eh bien, le 6e sens, excusez-moi, c'est la proprioception, qui comprend la kinesthésie, la perception de son corps arrêté, la synesthésie, la perception de son corps en mouvement, et qui présente lui aussi une dimension consciente et une dimension non consciente, c'est-à-dire une dimension qui permet l'analyse et une dimension qui se déroule sans contrôle volontaire ni attentionnel.
On a ainsi une distinction sémantique sensorimoteur dans le fonctionnement perceptif. Sensorimoteur et sémantique qui sont des moments différents et nous allons aller voir une petite vidéo pour illustrer ça. Donc ici notre kayakiste, regardez, ici il regarde sa pagaie, c'est du sensorimoteur. Il contrôle la qualité de son placement. Ici, il lève la tête, il regarde où il va aller et surtout, il essaye d'identifier, de comprendre la suite de son itinéraire. C'est du sémantique. Ici, il est sur le contrôle. Il est toujours sur le contrôle. Ah, il est en train de regarder. Là, regardez, il est sur le contrôle sensorimoteur. Là, voilà. Ici, il a été sur du sensorimoteur. On a donc deux moments où la vue sert à contrôler le mouvement et où la vue sert à identifier ce qui va se passer. Une vidéo de judo. Dans le judo, eh bien, regardez, la jeune fille à gauche, depuis le début, elle observe ce que fait son adversaire. On est sur du psychosémantique. Par contre, la jeune fille à droite, eh bien, elle est plutôt en réaction, c'est-à-dire elle est plutôt dans l'action, elle ne prend pas le temps de s'informer. Regardez, regardez ici, hop, celle-ci, je reviens un tout petit peu en arrière, voilà, regardez ici, elle regarde là. Elle est en train de se préparer au niveau visuel, mais même au niveau perceptif, dans ses mains, elle cherche à comprendre ce qui se passe. On est sur du psychosémantique. On enchaîne, là, effectivement, elle est complètement dans l'action, mais regardez-la bien, continuellement, elle a ses yeux qui regardent ici, alors que sa collègue, elle est en bas. Elle s'occupe de ce qu'elle a à faire, alors qu'elle s'occupe de ce qu'elle va devoir faire. Celle-ci est à un niveau supérieur, parce qu'elle est en train de fonctionner avec le psychosémantique qui va mettre en œuvre le psychosensorimoteur. Voilà. Donc, on a ainsi une distinction sémantique sensorimoteur qui est fondamentale. Ce qui est compliqué, c'est que des fois, eh bien, en fonction du niveau, ça se passe les deux en même temps. Notre skieuse ici, en fait, comme elle a mémorisé le parcours, eh bien, quand elle lève la tête, c'est juste pour vérifier ce qu'elle a mémorisé et elle est directement sur le contrôle sensorimoteur. Contrôle sensorimoteur par la vue, mais bien évidemment aussi par les sensations proprioceptives et les sensations tactiles au niveau des appuis-pieds, au niveau des muscles, qui lui permettent de savoir, de contrôler ce qu'elle doit faire et même de le contrôler en anticipation. Sensorimoteur, quelles sont les activités qui sont sensorimotrices de manière systématique? Ça va donc être toutes les activités dans lesquelles il n'y a pas d'incertitude. Et nous allons voir une vidéo de Bola Bola avec des élèves débutants à partir de laquelle nous allons revenir sur ces précisions. Ici, notre élève, regardez bien, ses yeux regardent la balle quand elle descend, regarde ce qui est en train de se passer. Il est sur un fonctionnement psychosensorimoteur uniquement. Cette activité, en plus, n'ayant pas d'incertitude, se faisant tout seul, ne suppose pas de passer par le stade perceptif pour lever l'incertitude, le stade décisionnel, il a juste à décider quand il part. Donc on a ici une activité qui n'est pas sémiotrice et qui est psychosensorimotrice, et la fonction psychosensorimotrice qui sert à contrôler ce qu'il est en train de faire. Une charge attentionnelle importante et un contrôle volontaire de ce qu'il fait. Ainsi, cette fonction psychosensorimotrice sera sollicitée différemment selon les APS. Dans les APS sémiotrices, dans lesquelles il y a incertitude, dans lesquelles il y a problème de communication avec les autres, dans lesquelles il y a problème décisionnel, eh bien, la fonction sémiotrice la fonction psychosémantique va permettre de préciser et de mettre en œuvre la fonction psychosensorimotrice et on a un conflit perceptif entre le sémantique et le sensorimoteur. Est-ce que mon système visuel, est-ce que mon toucher, est-ce que ma proprioception sert à comprendre ou est-ce qu'elle sert à agir? Et puis, on a les APS psychomotrices sans incertitude dans lesquelles, en fait, c'est la capacité technique, le savoir-faire qui devient fondamental, qui va permettre de produire des mouvements justes
et efficace. Derrière cette notion de psychosensorimotricité et derrière ce conflit sémantique sensorimoteur, eh bien, se pose la question de comment le résoudre. Et résoudre ce conflit sémantique sensorimoteur va passer par la construction d'automatismes moteurs, c'est-à-dire le fait que la fonction psychosensorimotrice va pouvoir se dérouler sans contrôle mental important, sans contrôle volontaire important, en mode automatique, on pourrait dire. Ou bien, deuxième façon de le résoudre, dans les activités sémiotrices, ça va être de construire des automatismes perceptifs, c'est-à-dire la capacité à mettre en relation directement des informations avec l'action. Ainsi, dans une vidéo Kung Fu, vous allez voir, et vous voyez d'ailleurs, la passe à l'ailier qui rentre pour faire un saut en extension, et au moment où il fait son saut extension, il envoie la balle à l'aile de l'autre côté, avec réception en l'air de son partenaire. Ici, l'équipe a construit un schéma tactique qui a été appris par cœur, mais en plus, on a un automatisme perceptif parce que celui qui s'engage pour tirer la première fois et celui qui s'engage pour tirer en l'air, eh bien, il le fait uniquement à partir d'une prise d'information sur l'engagement de son collègue. Il n'a pas besoin de décider de l'action. Et on a un automatisme moteur, parce qu'il faut bien avoir automatisé la capacité à réceptionner la balle en l'air et à tirer en l'air pour réussir. Comment se construit l'espace dans ce fonctionnement? Eh bien, l'espace se construit de deux manières complémentaires, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'en fait, pour fonctionner, notre sujet dans la construction de l'espace, dans la fonction psychosensorimotrice, va pouvoir utiliser un espace idéomoteur de référence et mettre en œuvre un référentiel exocentré. Nous en avons déjà parlé dans l'introduction à la sémiotricité. C'est-à-dire qu'il a construit un espace de déplacement et parfois une représentation visuelle de son corps en mouvement. Il a une image du terrain de handball, il a une image du parcours en escalade, il a une image du parcours en ski, à laquelle il fait référence pour pouvoir se situer dans l'espace. Et il construit un deuxième espace, et c'est celui-là qui est fondamental, l'espace de mouvement ou l'espace sensorimoteur. C'est celui de l'action en cours qui permet de situer à tout moment l'espace par rapport au corps pris comme référence. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour le comprendre, on va passer par la notion de devant, derrière, en avant, en arrière. Devant, c'est par rapport à soi. Mon devant à moi, c'est la partie avant de mon corps, là où je regarde. Mon derrière, mon arrière à moi, c'est ce qu'il y a derrière mon corps. C'est ce qu'il y a dans mon dos. Ça, c'est pris par rapport à mon corps comme référence. Quand vous jouez au rugby, l'avant et l'arrière, et l'en avant, ils sont définis par rapport au terrain. Si je regarde vers le devant en rugby, d'accord, et que je joue vers le devant en rugby, si je regarde l'avant du terrain, je fais un en avant. Si je me retourne et que je donne le ballon devant moi, je ne fais pas de faute. Si je me retourne et que je donne le ballon derrière moi, je fais une faute. On a ici un exemple d'une part d'un espace idéomoteur dans un référentiel exocentré, qui est le référentiel du terrain, et d'autre part, l'espace de mouvement, qui est celui par rapport à moi, la construction par rapport à ma position à moi. Un débutant, il va se retourner et il va balancer le ballon derrière. Et il va dire, je ne fais pas d'en avant, monsieur, puisque je joue derrière. D'accord? Il n'a pas construit l'espace idéomoteur. On pourrait développer d'autres exemples en gym quand on est à l'envers. Eh bien, quand on est à l'envers, l'avant, le devant pour le sujet, c'est celui de son corps. Le derrière pour le sujet, c'est celui de son dos. Mais c'est en avant par rapport au sens de mouvement. Et donc, on a besoin de construire ces représentations différentes. Et l'espace de mouvement ou espace sensorimoteur, c'est celui qui est fondamental dans la fonction dont a besoin de manière fondamentale la fonction psychosensorimotrice. Un guépard qui poursuit une proie, il n'a pas besoin de l'espace idéomoteur. Il fonctionne uniquement avec l'espace de mouvement. Voilà. On a donc ici, dans cet espace sensorimoteur, une construction de l'espace qui va se faire de deux façons. Celle qu'on vient de voir, référentiel égocentré externe, eh bien, vous pouvez lire ce qui est écrit, je vous l'explique au fur et à mesure.
c'est tout simplement celui qui, en fixant un point, va nous permettre de nous adapter à l'environnement. Celui qui fait du son longueur, il fixe la planche d'appel et il va ajuster de manière, j'aurais presque tendance à dire automatique, même si le mot n'est pas juste, directement par rapport à cette centration visuelle. Celui qui fait un équilibre, une planche sur un pied, il va fixer un point, ça va l'équilibrer. C'est le référentiel externe. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus compliqué, c'est le référentiel interne. Là, pour le comprendre, on va passer par l'image du train. Vous êtes assis dans un train et vous percevez un mouvement. Et vous tournez la tête, vous découvrez que c'est le train à côté qui a démarré et que vous n'avez pas bougé. Eh bien ça, c'est parce que vous percevez le mouvement extérieur par rapport à votre corps sur votre œil et du coup, vous avez la sensation de mouvement. Et par exemple, quand vous faites une rotation en gym, eh bien, vous réussissez à vous situé dans l'espace, un salto, parce que l'espace extérieur défile sur votre œil. Mais attention, ça ne doit pas devenir conscient. Si vous vous mettez à regarder cet espace, vous arrêtez le mouvement et vous repassez sur le référentiel égocentré externe et c'est la chute. Et ça, c'est complété par la perception proprioceptive des mouvements de votre corps, vous permettant de vous situer. Votre oreille interne, elle perçoit les accélérations, les vitesses, elle perçoit les rotations, et votre proprioception, elle va vous permettre de mettre en relation, de percevoir la position de votre corps. Ainsi, en fait, on reprend mon skieur de tout à l'heure, on reprend mon débutant en bola-bola, on reprend mon kayakiste, eh bien, continuellement, on a une adaptation à l'espace qui passe par des dialogues directs avec l'environnement, référentiel égocentré dont on a parlé tout à l'heure, et qui passe par une réactualisation continuelle possible de la construction anticipée de l'espace idéomoteur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que ma skieuse de tout à l'heure, elle est continuellement en train de référer ce qui se passe dans son référentiel égocentré avec ce qu'elle a en mémoire. Et quand elle voit apparaître une information, elle fait référence à l'apprentissage du parcours qu'elle a fait avant, qui va lui permettre, du coup, de s'adapter plus vite. Et on a ici un concept qui apparaît, qui est fondamental, qui est la notion de schéma corporel. Alors cette notion de schéma corporel, on va la définir et l'expliquer. Elle comprend une première dimension, qui est le corps identifié, parfois appelé par Schilder image du corps, mais c'est un résumé un peu rapide parce que la définition de Schilder est plus large que ça. L'image du corps, le corps identifié, c'est le corps que je reconnais comme étant le mien. J'en ai construit une image, une représentation à laquelle je m'identifie. Je suis capable d'identifier que ça, c'est mon visage, ça, c'est mon buste, ça, c'est mon dos, d'accord? Mais cette perception est subjective, car elle dépend de ce qu'on aime dans ce corps, des expériences vécues qui ont privilégié certaines sensations en fonction des qualités de l'expérience vécue. Le désagréable, il s'est inscrit dans le corps. Mais si on pouvait l'oublier, d'ailleurs c'est ce qu'on fait bien souvent, on ne va pas le reconnaître. La jeune fille, dans la puberté, qui voit ses seins pousser, elle va avoir tendance à fermer son corps pour ne pas montrer ses seins. Et elle va avoir une perception subjective, un corps identifié, qu'elle va utiliser et qui va perturber la perception de son corps. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le corps situé dans l'espace personnel. On a défini l'espace personnel. C'est le cylindre, les bras ouverts, en rotation, et ça construit un cylindre, il s'allonge, il s'agrandit à la raquette de tennis, il s'agrandit au ski, aux objets qu'on tient. Et donc, on est continuellement en train de situer les différentes parties de son corps, le devant, le derrière, les bras, la tête, dans cet espace personnel, et de se construire la position de son corps dans cet espace. Et ça, c'est indispensable dans toutes nos activités. Mais ça ne veut pas dire que c'est conscient. La plupart du temps, ça n'est pas conscient. D'ailleurs, ça ne peut pas être conscient. Si c'était conscient, si on devait tout le temps être sur cette perception et le contrôle, on ne pourrait pas fonctionner. Et donc, on a ainsi un corps vivant, affecté, vécu. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que notre histoire subjective va construire une perception subjective de ce corps, parce que ça s'inscrit dans la chair, ça s'inscrit dans les circuits. Il est vécu, il renvoie à notre expérience, et c'est cette expérience qui va permettre de construire ce schéma corporel. Il est vivant, parce que c'est une base, c'est à partir de ça qu'on travaille, mais il va s'adapter, il va être dynamique en fonction de notre expérience. On a donc un corps
perçu qui est une analyse, une interprétation. Et ce schéma corporel, c'est un corps action, parce que c'est lui qui va déterminer nos possibilités d'action. C'est lui qui va déterminer ce qu'on va effectivement faire. C'est-à-dire que grâce au référentiel égocentré, eh bien notre espace est perçu en coordonnées d'action motrice de manière non consciente, non volontaire, sans besoin de contrôle. Mais vous voyez que ce corps-action, il dépend de notre expérience vécue, il dépend de notre corps identifié, il reste relativement subjectif. Et cette capacité à construire ce schéma corporel va être fondamentale dans la fonction psychosensorimotrice et l'interprétation de la manière dont chacun vit son schéma corporel va nous permettre d'interpréter la conduite motrice. Bien, nous en avons fini avec cette présentation, peut-être un petit peu longue, j'espère que vous pourrez revenir dessus. Donc on a bien défini et caractérisé la fonction psychosensorimotrice, on a défini ce qu'elle supposait comme processus dans la construction de l'espace, dans le traitement de l'information. On a défini le concept de schéma corporel qui devient un concept central pour expliquer le fonctionnement du sujet. Schéma corporel qui s'inclut dans l'espace personnel, et je rappelle, pour faire référence au cours sur la sémiotricité, qui lui-même s'inclut dans l'espace extra-personnel d'action et dans l'espace lointain. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, on passe sur le module équilibration-propulsion qui va préciser les problèmes à résoudre par cette fonction psychosensorimotrice. Merci de votre attention.